Au sommaire du GEC TV Podcast, une interview de Stéphane Houdet, champion de tennis, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Rio. Gros plan sur la start-up Vartega qui développe un procédé de recyclage de la fibre de carbone. Recyclage encore mais du plastique grâce à l'usage des composites en compagnie de Patricia Crassac. Enfin, notre invité, Dominique Dubois de Multiplast qui a construit le premier avion commercial 100% électrique. Bonjour à tous et bienvenue dans le GEC Podcast, l'émission sur l'actualité et les usages des composites, avec comme invité pour ce deuxième épisode Dominique Dubois de Multiplast. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Dominique, vous êtes le président de Multiplast, une société pionnière dans l'usage des composites, dans le nautisme et la course au large en particulier. Désormais, vous allez révolutionner l'aéronautique en participant à la construction du premier avion électrique. Parlez-nous de ce projet. Effectivement, nous allons participer à la révolution. Nous construisons le fuselage d'Alice, qui est le premier avion à passagers 100% électrique développé par une société israélienne, Eviation. C'est la Tesla des airs de demain, avec une autonomie record de 1000 km. Et c'est l'une des 100 inventions primées par le New York Times, parmi les 100 inventions qu'il sélectionne tous les ans et qui vont révolutionner le monde. Une belle reconnaissance donc. Dominique, je vous propose que nous revenions dans un instant sur ce projet. En attendant, place à notre rubrique sport en compagnie de Stéphane Houdet, un joueur de tennis en fauteuil roulant, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio, un titre qu'il n'aurait certainement jamais pu remporter sans l'utilisation des matériaux composites. Rencontre. Je m'appelle Stéphane Houdet et aujourd'hui je suis un joueur de tennis en fauteuil roulant qui occupe la première place du classement mondial en double et la troisième en simple. Les Français sont champions paralympiques, c'est merveilleux, c'est magnifique. Je vais avoir un phénomène déclenchant incroyable dans l'évolution du matériel qui va se dérouler aux Jeux de Pékin. J'ai la chance, avec les autres membres de l'équipe de France, finalement, de partager dans l'immeuble de l'équipe de France l'étage des coureurs cyclistes. Ça y est, j'ai la petite étincelle qui est dans un coin de ma tête. Et dès que je rentre des Jeux de Pékin, je tape sur mon ordinateur, recherche, fauteuil roulant, amélioration. Et je tombe sur le laboratoire de biomécanique des arts et métiers avec l'email du professeur de la chaire qui est responsable de ça. J'écris à ce monsieur. Ding ! J'ai un message retour. Avec grand plaisir, je souhaiterais vous rencontrer. Alors aujourd'hui, le fauteuil roulant avec lequel je joue, et donc qui est le produit de la recherche et puis de la réalisation avec l'équipe de chez Corima, est un fauteuil qui pèse 10,5 kg, qui est entièrement en carbone, et sur sa partie gauche a aussi une emboîture qui correspond à l'emboîture de ma prothèse, et puis quelques petites surprises de génie. Dominique, le sport et la compétition sont des univers que vous connaissez bien. Vous avez révolutionné la course au large en généralisant l'utilisation de la fibre de carbone à bord des bateaux vainqueurs de la Route du Rhum ou encore du Vendée Globe. Revenons à votre projet d'avion du futur, à propulsion électrique et au savoir-faire du chantier Multiplast en matière de construction en fibre de carbone. C'est la rubrique « L'invité ». Dominique, parlez-nous d'Alice. Il préfigure ce que pourrait être l'aviation de demain. C'est un avion commercial qui permet d'embarquer 9 passagers en plus du pilote et du copilote et qui va autoriser une distance de 1000 km avec une vitesse de l'ordre de 440 km/h, avec un coût d'exploitation qui soit 10 fois inférieur à celui des avions à moteur thermique classique. C'est un petit avion commercial, mais qui préfigure l'aviation de dans 20 ans, sur lequel les gros avionneurs travaillent aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que les gros motoristes aujourd'hui, les fabricants de moteurs,
s'intéresse et développe des moteurs électriques pour les avions. Mais dites-moi, Dominique, ça n'est pas juste un projet sur une planche à dessin. Cet avion est amené à voler prochainement. Alors oui, effectivement, on a construit le premier fuselage et aidé l'entreprise d'aviation à assembler l'avion qu'on a présenté au Bourget l'année dernière. Le numéro 1 est en train de faire des tests de roulage aujourd'hui à Prescott, aux États-Unis, et on attaque la construction du deuxième qui volera avant la fin de l'année. Fuselage intégralement réalisé en fibre de carbone avec les technologies qu'on utilise pour les bateaux de course au large. Mais vous n'avez pas pour autant renoncé à votre passion des bateaux. Ah non, on continue à faire des bateaux, ça représente encore 47% de notre business, mais on essaye de développer de nouvelles activités dans l'industrie, l'aéronautique et le bâtiment, et avec un projet qui vient de sortir dans la presse hier matin, la construction de voiles pour les paquebots géants, le nom Solid Sail, développé en collaboration avec les chantiers de l'Atlantique. En fait. Il s'agit de faire des gréements, des voiles de 1200 mètres carrés pour équiper des paquebots géants, avec des mâts de 85 mètres de haut en carbone. Une innovation assez radicale. Et à titre plus personnel, Dominique, je crois que vous allez reprendre le large aussi. Oui, je me suis inscrit au départ à la course l'Ocean Globe Race, qui est la Whitbread Revival, course autour du monde en équipage, avec 3 escales, Rio, Sydney et le Cap. Une façon de m'obliger à sortir de l'exécutif de l'entreprise, compte tenu de mon grand âge. Très bien. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons bon vent. Merci Dominique. Vous êtes un pionnier de la mise en œuvre de la fibre de carbone en France. Je vous propose maintenant que l'on en sache un petit peu plus sur l'histoire de ce composite en compagnie d'Ignace Verpost. Bonjour Ignace Verpost. Ignace, you are Professor Emeritus at the University of Leuven and somehow the memory of composite. Tell us about the origin of carbon fiber, please. Well, Frederick, in fact, the carbon fibers started already in the 19th century, and it was an initiative of the famous Thomas Edison. He, in fact, carbonized bamboo fibers for making filaments for the electric bulbs. And a few years later, another researcher, Joseph Swan, did the same in carbonizing rayon fibers. So we go back to 1983 about. Did it take until the middle of the 20th century for research and to resume on carbon fiber? Yes, indeed. It was, in fact, both in Japan and in the United States that researchers who were working on carbon for thermal insulation at high temperature, that they rediscovered the carbonization of natural fibers and rayon fibers. More precisely, it was Roger Bacon in the United States who did do that with rayon fibers. But most importantly, Akio Shindo in Osaka, in Japan, he found out then that he could do the same with PAN fibers, polyacrylonitrile fibers, and that was the real start for the high strength and high stiffness carbon fibers. Thank you very much, Ignace, for this presentation. Are we meeting again next month for a new dive into the history of composites? Thank you, Ignace. Thank you, Frédéric. Goodbye. En attendant, Dominique, l'usage des composites et notamment de la fibre de carbone est encore onéreuse. Mais des solutions existent pour réduire les coûts à l'image de l'initiative de Vartega qui propose une technique pour recycler la fibre de carbone. C'est la rubrique Startup. Hello Andrew Maxey. Hi Frederick. You are the co-founder of Vartega. How does your startup manage to recycle carbon? Vartega has a chemistry-based process for recycling carbon fiber and recovering it from uncured manufacturing scrap. And when recycled, the properties are identical to original fiber? Yeah, the fiber we recover has the same mechanical properties as the virgin carbon fiber. We don't degrade the performance. And for what use do you reserve recycled carbon fiber, please? We have many uses that we're exploring. Right now, we have applications in 3D printing or additive manufacturing. We're also pursuing applications in sporting goods and musical instruments.
And we have a lot of work we're doing in automotive manufacturing as well. And I imagine today you work for a specific project? Yes, we've got a very exciting project we're working on with the National Science Foundation, where we're developing encapsulated carbon fiber for use in jet fusion 3D printing. Thank you so much, Andrew. Thank you. Thank you. Nous venons de parler des thermoplastiques. Je vous propose maintenant d'en parler du recyclage des thermoplastiques en compagnie de Patricia Krovzak de l'Institut Mines Télécom. C'est la rubrique Interview. Bonjour Patricia Krovzak. Bonjour Frédéric. Patricia, vous êtes professeure de l'Institut Mines Télécom à IMT Lille-Douai, responsable du plan stratégique plateforme IMT. Vous avez aussi dirigé le département plasturgie et composite d'IMT Lille-Douai. Vous êtes donc un témoin des tendances et opportunités de l'usage des composites. L'une des réponses aux préoccupations environnementales actuelles est le recours à la thermoplastie notamment. Alors effectivement, nous assistons à l'avènement des composites structuraux à matrice thermoplastique. Avantage non négligeable, ils peuvent être recyclés assez facilement. En les chauffant, on peut les refondre et donc les réincorporer ensuite aisément dans la chaîne de fabrication d'autres pièces plastiques renforcées. Il n'en est pas de même avec les matrices thermodurcissables, infusibles une fois durcies. Grâce aux composites thermoplastiques, vous pensez que nous devrions pouvoir faciliter et aller vers l'économie circulaire en réduisant l'impact environnemental ? Oui, absolument. Mais ce n'est pas le seul avantage que je vois à l'usage de composites thermoplastiques. Ils permettent aussi des cadences de production de pièces, de fabrication de pièces très rapides. Alors que les processus de solidification des thermodurcissables, on parle de cuisson dans ce cas, est en général relativement long. Il faut compter plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, contre 1, 2 ou 3 minutes pour les thermoplastiques. Et puis leurs performances mécaniques sont également très intéressantes et je pense en particulier à leur ténacité en cas de choc. Alors, on observe également d'autres tendances, notamment en matière de concept et de fabrication hybride. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors ces procédés hybrides consistent à coupler différentes technologies de fabrication. On peut par exemple déposer par placement robotisé un renfort composite juste aux emplacements nécessaires pour renforcer, rigidifier une pièce que j'appellerais squelette, une ossature. Et puis ensuite, on peut venir surimprimer avec un procédé d'impression 3D classique des parties plus souples en plastique ou en plastique renforcé, de manière à s'adapter par exemple à la morphologie d'un patient ou encore d'un sportif en situation de handicap. Patricia, auriez-vous un autre exemple à nous présenter ? Oui, je pense notamment au procédé dit 2 en 1. On peut actuellement fabriquer, par exemple, des pièces automobiles telles que ce type de pièces que j'ai ici entre les mains. Ce sont des structures d'assièges de sièges de véhicules. On peut les fabriquer en une seule opération, donc one shot, sur la même machine d'injection, en venant estamper des renforts textiles structuraux et surmouler dans la même opération des raidisseurs. Dans ce cas, plus besoin ainsi d'assembler de multiples pièces. C'est génial comme procédé. Merci beaucoup Patricia pour ces exemples de développement qui montrent tout le potentiel des composites thermoplastiques. Dominique, j'imagine que vous aussi vous vous intéressez aux composites thermoplastiques qui, comme l'a montré Patricia, offrent de grandes potentialités. Oui, on est sur ce programme-là depuis déjà plus de 3 ans avec Arkema, où on a infusé la première pale d'éolienne en résine thermoplastique et en parallèle réalisé le cadre de l'écran géant du cinéma Pathé Vepler, porte de Clichy, qui est une structure de 23 mètres de long en lin avec des résines thermoplastiques et des âmes issues des produits recyclés. Et voilà. Imaginez-vous des applications également dans le secteur du nautisme ? Énorme potentiel. Alors, pas
tellement dans le nautisme, tout au moins pas dans la compétition, mais énorme potentiel dans le bâtiment si on arrive à régler le problème du feu et de la fumée. Je vous remercie pour votre présence ici, d'avoir accepté notre invitation. Et pour nos auditeurs, je vous souhaite un bon mois et vous invite à nous retrouver d'ici un mois pour un prochain Jet Podcast. À bientôt.